bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée du 33e festival Étonnant Voyageur. Merci d'être toujours aussi nombreux au Café littéraire, qui est un lieu qui existe depuis la création du festival Étonnant Voyageur. À l'époque, il n'y avait pas des débats un petit peu partout dans toute la ville, c'était un peu plus restreint. J'étais déjà là. Ça ne me rajeunit pas. Et en fait, l'idée du café littéraire, ça a toujours été... C'est pour ça que je dis on est un peu gonflé quand même de mettre des auteurs aussi importants ensemble sur ce plateau pour seulement 1 heure. Mais oui, mais c'est le principe du café littéraire, l'idée de vous mettre l'eau à la bouche, de vous donner envie de découvrir les univers dans lesquels ils nous font entrer avec leurs livres, et puis après, de continuer votre rencontre en tête-à-tête, si j'ose dire, avec le livre. C'est bien ça, Pascal? Exactement. Alors Pascal, qui est un petit peu plus jeune, est là depuis 22 ans, lui aussi, ça commence à faire. Oui, j'ai que 22 ans ici. Ça commence à faire aussi, et on anime ensemble donc ce café littéraire. Alors, sur ce plateau, ce matin, Fabienne Gondran qui va traduire Billy O'Callaghan, à côté de moi, Emmanuel Ruben, à ma gauche, Bessora, et puis Leïla Slimani qui est avec nous ce matin aussi. Et on va commencer par Leïla, justement, si elle veut bien. Leïla Slimani, qui est journaliste, écrivaine, qui a publié son premier roman chez Gallimard, Dans le jardin de l'ogre, en 2014, qui a obtenu le prix Goncourt pour Chanson douce, son deuxième roman, c'était en 2016, ainsi que le Grand Prix des lectrices, elle. Un livre qui a été porté à l'écran avec Karine Viard et Leïla Bekhti. Le parfum des fleurs, La nuit, est paru en 2021, je fais peut-être un petit saut là, et le volume 1 du Pays des autres avec en sous-titre La guerre, 3 fois, paraît en 2020, prix Madame Figaro. Le Pays des autres 2, c'est celui dont on va parler ce matin, Regardez-nous danser, est paru en janvier 2022, et Le Pays des autres 3, on sait déjà le titre. Je sais que vous avez un petit peu de difficulté avec les titres, Leïla, vous avez raconté ça quelquefois. Il est en cours ? Il est en cours et j'ai déjà le titre, oui. Ah, super. On ne le demande pas ? Non. On le tient secret ? D'accord. Alors, on va rappeler peut-être juste très vite le thème du premier, Le Pays des autres, juste pour que les gens s'y retrouvent un petit peu. On parle beaucoup dans ce premier volume de deux personnages principaux qui sont Mathilde et puis Amine, qui se marie. Mathilde, c'est une jeune Alsacienne qui rencontre Amine en 1944. Ils vont se marier, ils vont aller vivre à Meknès. Et Amine travaille d'arrache-pied sur un domaine dont il a hérité, mais qui est un domaine difficile. Mathilde, arrivée de son Alsace, va essayer de s'adapter à une vie totalement différente de celle qu'elle a connue. Difficile d'être étrangère, difficile d'être pauvre. Ils vont avoir 2 enfants. Il y a tension, violence, et on va les suivre comme ça jusqu'en 1956, au moment de l'indépendance. Et puis alors là, on fait un petit saut dans le temps, et puisqu'on les retrouve en 1968. Je crois que vous aimez bien ce côté ellipse un petit peu. Oui, j'aime beaucoup. D'abord, bonjour tout le monde, excusez-moi. J'aime beaucoup les ellipses pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que c'est souvent un espace de liberté qu'on offre aussi au lecteur. C'est un espace durant lequel il peut imaginer ce qui s'est passé. Ça le fait. J'aime les ellipses à la fois en littérature ou au cinéma. D'un coup, très rapidement, on imagine ce qui est arrivé au personnage. Il y a un effet un peu presque de devinette. On remet le personnage dans une autre situation. Il a changé physiquement, il a changé de façon de s'habiller. Il a peut-être changé de lieu. Donc j'aime bien ça. Et puis je savais de toute façon, en commençant cette trilogie, que je ne pourrais pas traiter absolument toutes les années pour cette famille. Donc je serais obligée de choisir des périodes et donc de faire des sauts dans le temps.
Alors c'est une façon de raconter aussi l'histoire du Maroc à travers l'histoire de plusieurs générations d'une même famille. On retrouvera cette manière de compter avec Billy O'Callaghan tout à l'heure. Donc on est 12 ans après l'indépendance aussi. Alors leur vie a beaucoup changé parce qu'à force de beaucoup travailler, eh bien, Amin a fait de son domaine une propriété, une entreprise florissante, et comment dirait-on, il était un petit peu mal perçu à l'époque, et là tout à coup il devient presque un notable. Et ce qui est marquant quand on découvre cela, alors maintenant il fait partie de différents clubs, etc. Mais ce qui est marquant, c'est que on s'aperçoit aussi, et ça vous le racontez, c'est que y a encore beaucoup de Français là. Il y a encore une... Vous avez tout à fait raison quand vous dites que c'est aussi l'histoire d'un pays. Moi, mon objectif en écrivant cette trilogie, il était double. À la fois de comprendre quelle était ma famille, son histoire et sa dynamique, son identité, sachant que je suis une famille à l'intérieur de laquelle il y a eu constamment des espèces de guerres culturelles entre d'un côté ceux qui étaient plutôt du côté de ma grand-mère et de l'autre ceux du côté de mon grand-père ou de mon père qui incarnait plutôt le Maroc, l'islam, etc. Puis ma grand-mère qui pouvait avoir un côté très provocateur, qui adorait nous faire manger des saucisses en plein ramadan, enfin vous voyez le genre... Et mon père, ça lui déplaisait énormément, mais j'avais besoin de comprendre aussi pourquoi elle avait besoin de faire ça et pourquoi mon père, à l'inverse, n'arrivait pas, lui, à imposer ou à transmettre sa culture. Mais l'autre objectif de cette trilogie, c'est aussi de raconter l'histoire de mon pays et de rendre une temporalité aux Marocains, de leur rendre une histoire. Je me suis rendu compte, en vivant depuis 20 ans maintenant en France, ou de manière générale en Occident, que la perception que les gens ont de nos pays est une perception totalement atemporelle, comme si nous, d'ailleurs nous, j'allais dire nous les Maghrébins, parce que moi, je le disais hier, moi très souvent quand je dis que je suis marocaine, les gens me disent ah c'est marrant, j'adore la Tunisie, parce qu'en fait, je vais pas être méchante, mais je m'en fous complètement. Moi, je suis marocaine, c'est pas mon problème que les gens aiment le couscous et la Tunisie. Donc, je voulais ramener à la fois aux gens, enfin à mon pays, à la fois sa singularité et sa temporalité, expliquer que le Maroc des années 50, c'est pas le Maroc des années 70, ni le Maroc des années 2000, tout ça parce qu'on a une histoire, qu'on a eu des dirigeants, qu'on a eu des combats politiques, et qu'il s'est passé des choses. Donc voilà, c'est cette double dynamique que j'essaye de raconter dans cette trilogie. Et en plus, vous la racontez à travers la voix de plusieurs personnages, de beaucoup de personnages. C'est un roman polyphonique. D'ailleurs, au début de ce livre, vous présentez un petit peu chacun vous rappelez un peu quels sont l'index des personnages, parce que c'est très utile. Hein. On y revient de temps en temps quand même. Et donc, l'idée de raconter ça à travers justement les voix de personnes extrêmement différentes, c'est intéressant aussi parce que ça donne un point de vue différent sur d'où chacun parle, comment chacun vit, et cette perception de l'histoire est extrêmement différente d'un personnage à l'autre aussi. Oui, et puis vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait encore des Français au Maroc, par exemple, si on repart de ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette trilogie, j'ai interrogé ma mère sur la colonisation. Donc ma mère était enfant, quand elle était enfant, c'était encore la colonisation. Elle était la fille d'un arabe, puisque c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, d'un indigène et d'une française. Elle avait un physique très marqué, avec des très très grands cheveux frisés et crépus. Ma mère était une petite fille qui a été victime très souvent de racisme et de rejet. Mais c'est aussi une petite fille qui a bénéficié par l'école française et l'école coloniale de la possibilité de s'éduquer et tout. Et donc, quand j'ai posé des questions à ma mère sur la colonisation, elle avait beaucoup de mal à me répondre. Puis surtout, elle n'arrêtait pas de me dire, mais surtout ne sois pas manichéenne. Parce qu'il y avait des gens qui étaient des gens bien parmi les Français, et il y avait des gens qui étaient affreux parmi les Marocains. Donc, elle a essayé de me transmettre ça. Et finalement, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix de la polyphonie. Parce que chaque personne a, d'une certaine façon, des
des intérêts différents, des désirs différents, des ambitions différentes, des amours différentes, qui font qu'ils sont confrontés aux problématiques de leur époque et à leur présent de façon extrêmement, extrêmement différente. Une femme comme Selma, qui n'a pas d'éducation, qui va vivre finalement à travers beaucoup de son physique et le désir qu'elle suscite chez les hommes, n'a pas le même destin qu'une femme comme Aïcha, qui a la possibilité d'être éduquée et qui va être indépendante financièrement, par exemple. Selma, c'est la sœur d'Amin, hein, le père, et c'est vrai qu'elle va avoir un destin très, très difficile, mais voilà, c'est un personnage très intéressant aussi. Aïcha, elle va partir, c'est la fille, donc elle va partir faire ses études en France, ses études de médecine, et évidemment, elle va revenir au pays avec une autre manière de voir les choses. Oui, moi, ma mère est la première femme de sa famille à avoir fait des études. Et puis, de manière générale, la génération de ma mère, ce sont les premières femmes marocaines qui vont faire des études supérieures. Il faut imaginer que pour un pays comme le Maroc, c'est une révolution. C'est quelque chose qu'on oublie. Le Maroc, jusque dans les années 30-40, c'est un pays qui a un système encore quasi féodal, hein, sur le plan politique. On gouverne de la même manière qu'on gouvernait au 19e siècle. Il y a absolument pas d'alphabétisation, pas d'éducation. Alors cette grande fable de la France qui vient pour éduquer les gens et pour éclairer les petits indigènes, c'est totalement faux, hein. En 1956, quand la France va quitter le Maroc, il y a 9 avocats, 8 médecins marocains et 3 pharmaciens qui ont été formés en tout et pour tout. Donc cette génération de la post-indépendance, on va tout faire pour les former parce qu'on a besoin de médecins, d'avocats, etc. Donc effectivement, ma mère fait partie de ces rares femmes qui ont pu accéder à ça, mais qui d'un coup aussi se sont retrouvées souvent en porte-à-faux avec les autres femmes d'autres générations, notamment des femmes comme par exemple ma grand-mère, qui avait à la fois une relation de très grande fierté vis-à-vis de sa fille et en même temps une pointe de jalousie parfois. Elle avait du mal à établir un dialogue avec ma mère, dont elle avait le sentiment qu'elle avait pu bénéficier de choses dont elle n'avait jamais bénéficié, dont cette chose absolument fondamentale dont on m'a rebattu les oreilles depuis que j'ai l'âge de 3 ans, qui est l'indépendance financière. Alors, on connaît votre talent pour parler justement de la condition des femmes, et vous en parlez d'ailleurs dans ce livre à un moment. Par exemple, vous écrivez: à présent, il suffisait à Mathilde de regarder un homme pour savoir combien de femmes vivaient dans les coulisses de sa vie, et vous décrivez un petit peu les coulisses de cette vie. Mais vous parlez aussi très très bien des hommes, vous leur donnez une personnalité très très intéressante. Je pense à Selim, qui est le frère d'Aïcha, qui lui n'est pas très doué pour les études, et qui est absolument terrorisé par son propre père. Mais je pense que les sociétés extrêmement patriarcales comme la société marocaine sont aussi des sociétés très très violentes pour les hommes. Ce sont des sociétés où les hommes n'ont absolument pas le droit à l'émotion, où les hommes n'ont pas le droit de s'émanciper de la vision que leur père a d'eux. Et, vous savez, le Maroc, c'est une société très pyramidale. Vous avez Dieu, vous avez le roi, vous avez l'armée, vous avez le père et vous avez le fils. Quand vous êtes un garçon au Maroc, la première question qu'on vous demande, c'est: de qui es-tu le fils? On ne vous demande pas votre nom à vous, mais le nom de votre père. Et donc ces garçons-là, c'est des garçons aussi qui n'ont aucune possibilité de vivre une vie sexuelle. Il y a une très très grande misère sexuelle. Donc les premières expériences sont des expériences cachées, sont des expériences souvent homosexuelles ou des expériences avec des femmes qui sont des prostituées. Il y a une très grande frustration à plusieurs niveaux, vraiment très peu de liberté. Donc je voulais aussi montrer ça, je voulais aussi montrer la souffrance de ces hommes-là dans ces sociétés patriarcale, souffrance dont ensuite les femmes sont le réceptacle, parce que toute cette frustration accumulée fait que c'est sur les femmes qu'on va exercer sa domination et son sentiment d'humiliation souvent. Alors, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui va vivre avec Aïcha pendant un moment, et qui est un personnage très attachant aussi. Alors, il est nouveau dans le livre, évidemment. Je crois que vous l'aimez bien aussi, ce personnage. Bah, c'est mon père, donc je l'aime un peu, ouais, je l'aime bien. Avec ce drôle de surnom. Oui, alors je suis la fille de Karl Marx. Oui, vous êtes la fille de Karl Marx, quand même. Effectivement, on a appelé mon père Karl Marx, à la fois parce qu'il avait une très très grande barbe, des grands cheveux crépus, et puis parce qu'il se prétendait marxiste. Je dis se prétendait parce que ce livre, c'est aussi un livre un peu
ironique et un peu une interrogation sur ces grands idéaux des années 60. Moi, je me souviens que chez moi, il y avait des photographies de mes parents, ma mère avec des cheveux longs jusque-là, donc mon père, Karl Marx, avec ses pantalons pattes d'éléphant et ses grandes lunettes, sachant que mon père était patron d'une banque, que ma mère était patronne d'une clinique et qui roulait dans des grosses voitures allemandes, et que je me disais, c'est quand même très bizarre d'avoir été marxiste et de devenir comme ça. Donc, et en même temps, je ne les juge pas. Je pense que le travail d'un romancier ne consiste pas du tout à juger, mais moi, je pense que je suis une écrivaine de la déception. Je n'ai jamais arrêté d'écrire sur autre chose que sur la déception du sexe dans mon premier roman, la déception de la maternité dans le deuxième, la déception de l'exil et du mariage dans Le Pays des Autres, et dans celui-là, sans doute, la déception vis-à-vis de soi-même. Le jour où on se regarde dans un miroir et on se rend compte qu'on n'a absolument pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, et qu'on n'est pas du tout à la hauteur des idéaux qu'on avait clamés brillamment et avec beaucoup de foi devant les copains à 1h du matin quand on avait 20 ans, et qu'on est devenu banquier et qu'on roule dans une voiture allemande. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre comment mon père en est arrivé là, d'autant qu'il l'a payé cher, cette trahison de ses idéaux, puisqu'il a fini en prison. Donc pour moi, c'est aussi ça le but de ce livre, c'est de comprendre comment on dévie, comment on change de chemin. Alors, on ne va pas parler de tous les personnages ni de tout ce qui se passe, parce que il y a beaucoup trop de choses. C'est extrêmement touffu. Juste un mot pour Ce Pays des Autres, ce titre que vous avez choisi pour la trilogie. En fait, le pays des autres, c'est pas seulement quand on est étranger dans un pays. On peut être dans son propre pays, dans sa propre culture, étrangère à son pays aussi. Ah bah moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Moi j'ai le sentiment. Enfin, ce qui me fait me sentir étrangère, c'est que je me sens étrangère par rapport aux miens, pas par rapport à la limite, pas par rapport aux gens qui sont différents de moi, pas étrangère géographiquement. Exactement. Et puis je crois que c'est beaucoup plus une logique de domination qu'une logique identitaire. Quand je parle du pays des autres, le pays des autres, c'est les autres qui dominent. Alors les autres, ça peut être les hommes, ça peut être les riches, ça peut être ceux qui ont le pouvoir, l'élite. Quand on a le sentiment d'être complètement à l'extérieur, c'est ce sentiment qu'on a quand on n'arrive pas à en être, quand on n'arrive pas enfin, on a l'impression de subir constamment les règles qui fonctionnent ou qui régissent le monde dans lequel on vit. On les subit et on n'en est jamais ni l'acteur ni celui qui les écrit. Bon, regardez-nous danser, ça vous a donné envie, je suis sûre. Il n'est pas chez Gallimard. Merci beaucoup. À toi de jouer, Pascal. Oui, je m'étais dit au départ qu'on allait poursuivre avec Bessora, mais en fait, avec tout ce que vient de dire Leïla, je me dis, comme j'aime beaucoup l'Algérie, on va continuer avec Emmanuel Ruben. Emmanuel, tu es né en 1980 à Lyon, tu es agrégé de géographie, tu passes plusieurs années à l'étranger pour enseigner l'histoire, la géo, et puis tu arrêtes juste après ton premier roman, Alta Yalta, pour te consacrer entièrement à l'écriture, au dessin aussi, puisque tu dessines. En 2014, avec La Ligne de Glace, tu entames une suite européenne de récits qui parcourent l'Europe, qui va se poursuivre avec d'autres livres, Terminus Schengen, Le cœur de l'Europe, aux éditions de la Contrallée, Sur la route du Danube, pour lequel on t'a reçu ici il y a quelques années maintenant. Et bon, c'est une traversée de l'Europe à vélo, hein, sur la route du Danube. Et puis, il y a eu aussi des séjours à Jérusalem, qui donnent Jérusalem terrestre, qui donnent Sous les serpents du ciel. À chaque fois, tu sors un livre qui est peut-être un peu de l'ordre de l'essai et un autre plutôt de l'ordre de la fiction. Ça va souvent par paire. Tu as été directeur de la maison Julien Gracq, qui est un lieu de résidence et de programmation littéraire au bord de la Loire, et qui était effectivement la maison de Julien Gracq. Et tu as dirigé l'ouvrage dont on a parlé hier, consacré à l'Ukraine, hommage à l'Ukraine, avec une série de textes commandés. Mais il y en a un autre aussi que j'ai oublié, qui me revient là, qui sont les Nouvelles ukrainiennes, parues en poche. Paru directement en poche, oui. en même temps que les Méditerranéennes, voilà. Donc en août 2020. Oui, hier, on a reçu donc Irina
Dmitri Chin qui a travaillé avec vous sur ce livre. Et puis on avait aussi sur ce plateau, ça a été une belle rencontre aussi, Luba Yakimchuk. Et puis aujourd'hui, on parle des Méditerranéennes, publiées chez Stock, qui est ton dernier livre paru, qui a beaucoup circulé. Tu as été pas mal invité pour ce livre. Alors, petite parenthèse, je dis juste qu'Emmanuel a fait 2 séjours chez nous à la Marelle, à Marseille, où il a terminé à la fois dans le temps sur la route du Danube, et puis là récemment les Méditerranéennes. Donc bon, dans la résidence d'auteur qui a été créée par Pascal à Marseille depuis déjà pas mal d'années, dont il a été le directeur, le fondateur, et dont il s'occupe maintenant plutôt de l'édition. Voilà, l'édition numérique d'ailleurs. On enchaîne. Je sais pas, Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Non, juste, oui, c'est vrai que il y a 2 livres que j'ai écrits à la Marelle. En effet, il y a Sur la route du Danube que j'avais commencé à la Marelle à Marseille, et les Méditerranéennes que j'ai terminé à La Ciotat, à la Villa des Roses. Avec une très très belle vue sur la mer. Donc j'ai pu. Oui, on a la chance d'avoir un lieu assez magnifique, qui est un beau lieu de travail. Mais tu as dit commencer, terminer, parce qu'en fait il y a beaucoup de. Enfin, tu n'as pas fait que ça en résidence, parce que ça demande quand même énormément de recherche, de travail. Ce livre-là, c'est un livre dont je vais raconter un peu, qui suit le parcours de Samuel Vidouble, qu'on retrouve. Vidouble, on entend de suite le jeu de mots sur le pseudonyme alter ego d'Emmanuel Ruben, qui retrouve sa famille maternelle à un dîner de Hanouka fin 2017 dans la banlieue de Lyon, un dîner où il y a des discussions envenimées, parfois des disputes, des souvenirs de leur Algérie perdue depuis l'exode de 1962, de l'indépendance de l'Algérie, des récits plus ou moins légendaires de la famille, mais aussi de l'histoire, la prise de Constantinople, etc. Il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent et qui perturbent un peu Samuel, qui l'interroge. Parce qu'il se dit, mais au fond, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Peut-être pour la première fois, il regarde un petit peu en analysant ce qui se passe autour de lui, et puis il regarde le chandelier familial, qui est aussi sujet de nombreux fantasmes dans la famille. Et en suivant ce chandelier, en suivant les différentes branches qui sont allumées peu à peu par les différentes femmes de la famille, il va remonter le temps de Mamie Baya, son arrivée en France, jusqu'à aujourd'hui en gros, et puis en faisant des parcours entre l'Algérie et la France. Et du coup, il décide de s'envoler pour Constantine, qui est la ville de ses ancêtres, en suivant le parcours des femmes, mais en suivant aussi peut-être la trace de Jamila, qui est une jeune femme qu'il a croisée à Paris pendant la nuit des attentats, et qui est en quelque sorte un deuxième objectif de ce voyage. Alors, Emmanuel, ce n'est pas la première fois que tu prends un objet, en quelque sorte, pour parcourir une histoire. Dans Sabre, dont je n'ai pas parlé, tu avais suivi en quelque sorte le versant paternel à travers un objet, tout autant créateur de fantasmes d'ailleurs que le chandelier dont il est question là, mais même le vélo finalement, qui est un objet transitionnel pour remonter le Danube. Alors voilà, finalement, toi qui es géographe, partir d'un objet, ça ressemble plus à un travail d'historien finalement. Et ce parcours-là, qui est un parcours certes géographique, est de plus en plus tourné, il me semble, vers la question historique. Oui, mais les objets nous font voyager en fait. Moi, j'aime bien voyager à travers les objets. Si vous avez, je sais pas, par exemple, un bracelet, il raconte que vous avez hérité de votre grand-mère. Je pensais à ça parce qu'elle a des très beaux bracelets et qu'on a ce bracelet, il peut être hérité d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, et donc raconter beaucoup d'histoires. Et quand j'avais fait Sabre, ça partait d'un objet réel.
qui était chez mes grands-parents paternels. Il y avait un sabre accroché sur les murs de la salle à manger. Et après la mort de mon grand-père, le sabre avait disparu. Donc j'ai quand même voulu savoir ce qu'il était devenu. Et donc j'ai mené toute une enquête, mais sans rien dire à la famille, parce que je me suis dit, si je commence à leur en parler, je ne vais pas pouvoir écrire le roman. Et finalement, mais c'était marrant parce qu'il y avait dans ma famille, on me disait, mais il y avait des gens qui me disaient, mais il n'y a jamais eu de sabre. Il y avait des gens qui me disaient, mais si, il y a eu un sabre. Et donc il y avait une espèce de querelle familiale autour du sabre. Aujourd'hui, j'ai quand même la certitude, après avoir écrit ce livre, qu'il y a quand même vraiment eu un sabre. Et j'espère qu'un jour, quand même, je finirai par le retrouver. Il y a un chandelier, là? Et alors, le chandelier, non, je l'ai inventé, en fait. Le chandelier, je l'ai inventé. Parce que c'est un chandelier de Hanouka. Le chandelier de Hanouka, c'est des chandeliers à 9 bougies qui ne sont pas forcément des objets très, très précieux, mais en tout cas qu'on a dans chaque famille juive. Et là, en fait, je me suis inspiré un peu de tous les chandeliers de toutes les familles juives que je connaissais. Et j'en ai fait un chandelier un peu mythique. Avec l'idée, c'était de prendre un peu le contre-pied de Sabre. C'est-à-dire que dans Sabre, en fait, on partait à la recherche d'un objet qui avait disparu. Et là, c'était l'inverse. Là, c'était le seul objet revenu d'Algérie. Donc, qui reste. Parce que c'est vrai que ma famille, quand elle est arrivée d'Algérie en 1962, elle est arrivée, comme on disait, quoi. C'était avec une main devant, une main derrière. C'était comme ça qu'on disait. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une valise, quoi. Et donc, il y a même dans le livre, il y a un chapitre où la grand-mère, Mamie Baya, essaye de caser le chandelier dans la valise. C'est un grand chandelier. C'est un chandelier en bronze très lourd. Elle essaie de le caser dans la valise. Il y a toujours une branche qui dépasse. Et c'est vrai que le sabre, je trouve que c'était un objet très masculin, très phallique, donc ça permettait de raconter des guerres. Et là, je m'étais dit, je vais raconter que la paix. Et en fait, c'était un peu faire guerre et paix, quoi. Oui. Modestement. Pourquoi pas mais en 2 livres. Mais il y a un peu de ça aussi chez Leila, dans La guerre. Moi, je l'ai lu comme un livre très tolstoïen. Moi, j'ai beaucoup aimé Le pays des autres. Et je trouve que c'est un livre extrêmement tolstoïen qui raconte la guerre et la paix. En fait, en voulant raconter la paix à travers le chandelier, finalement, je raconte beaucoup la guerre. Oui, c'est comme l'histoire et la géographie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas raconter l'histoire sans raconter la géographie. Quand j'avais commencé sur la route du Danube, quand j'avais traversé toute l'Europe à vélo, je me suis dit, je vais parler que de la géographie. Et puis en fait, à chaque fois que vous arrivez dans une ville, il y a un massacre. Ah là, on a massacré. Les Juifs, on les a balancés dans le Danube gelé. Donc, va peut-être falloir que j'en parle quand même. Je ne peux pas passer trop ça sous silence. De même qu'avec un objet, on raconte l'histoire, on raconte aussi la géographie, on raconte la guerre et on raconte la paix. Mais le dernier mot du livre, c'est le mot paix. C'est un peu, désolé pour le spoiler, mais il y a quand même, je l'ai quand même casé à la fin du livre. Mais finalement, quand même, il y avait l'idée parce que évidemment, c'est une famille qui a été un peu fracturée par la guerre d'Algérie. Avec un événement très douloureux, là je ne vais pas vous spoiler, qui est un événement central dans la famille, autour duquel je tourne depuis très longtemps, puisque mon deuxième livre était Kaddish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu, était autour de cette question que Camus appelait la question fondamentale de la philosophie, donc je vous laisse chercher de laquelle il s'agit. Je m'étais dit, je vais essayer de comprendre cette tragédie en remontant le temps. Et je m'étais inspiré d'un livre de Benjamin Stora et d'Alexis Génie sur les mémoires de la guerre d'Algérie, dans lequel ils disent, pour comprendre la guerre d'Algérie, il faut revenir 150 ans en arrière. En fait, la guerre d'Algérie, elle commence avec la conquête de l'Algérie par la France. La guerre d'Algérie, elle n'a jamais cessé. La conquête, la colonisation, c'est une guerre perpétuelle, en fait. C'est vous imposer la guerre perpétuellement à un peuple. La preuve étant le sabre, justement, parce qu'il y a quand même des liens pas mal dans le livre. On peut lire les 2 livres de façon très indépendante, mais il y a quand même le sabre est aussi présent dans le chandelier. Et en fait, dans Constantine, qui est la ville de mes ancêtres, il y avait un sabre qui trônait sur Constantine, et c'était le sabre de Lamoricière. Lamoricière, c'est c'est le colonel des Zouaves qui a conquis Constantine en 1937 en perçant, ils avaient du sang jusqu'au genou quand ils rentraient dans. C'est intéressant par rapport à ce que tu disais sur la paix, parce qu'à l'époque, on disait pacifier.
on pacifie l'Algérie, tu vois. C'est-à-dire, on ne fait pas la guerre, on vous ramène comme Poutine, la paix. Poutine, il pacifie l'Ukraine. Hein, c'est des opérations de pacification. On appelait ça les opérations de pacification. Moi, j'ai enseigné l'histoire puisque j'ai été prof, hein, j'ai enseigné l'histoire de. Il y avait ça aussi parce que comme j'ai été prof et que j'ai enseigné l'histoire de la guerre d'Algérie, je voulais aussi la comprendre à travers toute cette histoire. Donc à travers l'histoire longue, donc en remontant aux années du 130 à la conquête. Alors, je me demandais en vous écoutant, parce que je n'ai pas encore lu le livre, puisque c'est Pascal qui l'a eu. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé Le Chandelier alors? C'était le titre de travail. En fait, mon titre de travail, c'était Chandelier. Et puis, j'aime pas quand les choses sont trop symétriques. Je suis pas, j'aime pas trop les symétries. Et je me disais, ça va être trop symétrique avec sabre. Et puis. Mais quand même, c'est aussi les Méditerranéennes. Voilà, c'est ça le sujet. Ce sont en les fait. femmes C'est les qui femmes parlent. Ce sont les méditerranéennes. femmes qui parlent. Et du coup, le livre est pas l'histoire d'un objet. L'objet, il sert de fil conducteur. C'est un prétexte en fait pour raconter l'histoire. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais raconter 9 dates importantes de l'histoire de l'Algérie et fatalement de la France, puisqu'à un moment donné, je dis, la France n'en finira jamais avec l'Algérie. Et je vais raconter ça à travers 9 femmes, à travers les récits de 9 femmes qui vont prendre la parole, qui vont prendre à tour de rôle la parole en allumant une bougie du chandelier, puisque la coutume, pendant Hanouka, qui est la fête des Lumières chez les Juifs, donc qui a inspiré en fait la fête de Noël chez les chrétiens, on allume une bougie tous les soirs, et donc à partir d'une première bougie qui s'appelle le shamash, qui est la bougie centrale, on va allumer les suivantes pour commémorer en fait un miracle qu'on appelle le miracle de la fiole d'huile. Alors ça, je vous renvoie à la Bible, au premier livre des Maccabées, dans lequel le miracle est raconté. Et en fait, je me suis dit, voilà, avec ça, je vais pouvoir aller d'une génération à l'autre. Donc ça commence par Mami Baya, qui est inspirée de ma grand-mère, en fait, et qui était un peu l'ancêtre. Et ensuite, elle passe le flambeau, en fait. À chaque fois, on passe d'une génération à l'autre, et surtout, à chaque fois, il y a des ellipses, comme ce que disais tout à l'heure. Là, et moi aussi, je trouve ça très intéressant, ce qui se passe dans ces ellipses. Alors forcément, ça fait beaucoup de personnages, parce que, en fait, vous avez des personnages qui, quand vous passez 40 ans, surtout à une époque où on ne vivait pas très très vieux, il y a des personnages qui disparaissent. Mais il y en a qui font la Mami Baya, par exemple, elle permet de faire, de même que le chandelier, elle est le fil directeur du récit. Et peut-être pour conclure provisoirement, parce qu'il y aura peut-être encore des échanges, dire que c'est quand même un livre, je crois, important pour toi aussi, parce que tu as longtemps cherché, géographiquement et historiquement, finalement, avec cet alter ego, une histoire qui pouvait peut-être te faire comprendre à toi-même. Et finalement, tu la trouves peut-être avec ces femmes méditerranéennes et avec ce territoire que tu délimites, qui n'est plus un territoire géographique, et un territoire, aussi, parce que c'est la Méditerranée, mais c'est les bords de la Méditerranée, c'est plusieurs pays, c'est une culture, c'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre qui est entre la réalité et l'imaginaire, qui fait finalement de toi un homme issu de femmes méditerranéennes, plutôt que, comme tu l'as longtemps cru, plutôt tu as cherché au départ plutôt du côté de l'Europe et voire du Nord, de la Baltique, parce que c'est vrai que moi j'étais parti au début, j'avais une fascination pour le Nord qui me venait probablement de ma famille paternelle en fait, et avec le temps je me rends compte que je suis un Méditerranéen. En fait, j'ai appris avec ce livre, au point que j'ai fini même par acheter une maison au bord de la Méditerranée, parce qu'en fait je me suis dit mais voilà, je crois qu'on écrit des livres. Bon, c'était Kafka qui disait le fameux livre pour briser la glace en nous, mais je crois que si vous écrivez un livre et que ce livre ne vient pas radicalement changer votre vie, ça ne sert à rien, en fait. Et moi, en fait, les Méditerranéennes, je l'ai écrit
sans le savoir au départ. Mais finalement, en fait, le livre a complètement changé ma vie. Je ne suis pas le même avant les Méditerranéennes et après les Méditerranéennes. J'ai appris que j'étais un Méditerranéen. J'ai appris que j'étais aussi un peu un berbère, quoi, parce que je suis allé en Algérie et je me suis dit, mais oui, mais en fait, je suis un peu comme eux, quoi. Enfin, ma mère, j'ai retrouvé toutes les photos de ma mère. Avec voilà, vraiment les cheveux crépus. Ma mère, elle elle passe encore partout aujourd'hui pour une Algérienne. Maintenant, même elle dit, je suis une Algérienne, je suis une Africaine. Voilà, elle est née là-bas, elle est née en Afrique, en Algérie. Et donc, et ça a été un livre aussi important pour la famille parce que évidemment, on prend des risques quand on écrit ce genre de livre. Et même si on réinvente un peu sa famille, qu'on réinvente ses ancêtres, on prend des risques parce que en fait, les gens se retrouvent, même quand on les réinvente, en fait. Et ils le prennent bien. Ça va. ça va à peu près. Oui, non, Bon, ça va. Ils n'avaient pas vraiment de raison d'être... Un livre qui rendrait la parole à toutes les femmes juives de la famille, à toutes ces Méditerranéennes qui portaient le monde sur leurs épaules et le pays perdu dans leur ventre. C'est presque ce que disait tout à l'heure Leïla aussi, rendre finalement quelque chose aussi. Oui, parce que c'est vrai que sur toutes les... En fait, elles ont été... L'histoire les a effacées, en fait, ces femmes. Et au point que moi, à un moment, je voulais intégrer des images dans le livre, mais je me suis rendu compte que toutes les photos que j'avais, c'était des photos d'hommes. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Donc, il faut qu'il y ait la photo de couverture, qui est cette très belle jeune femme juive berbère algérienne des années 1890, qui illustre un peu tout le livre. Mais je ne pouvais pas intégrer des photos d'hommes, parce que les hommes sont présents, évidemment, dans le livre, mais il s'agissait de venger les femmes. En tout cas, on a remarqué que vous n'étiez plus blond aux yeux bleus. Non, je n'ai jamais été, même à 3 ans. Alors, maintenant, on va faire connaissance avec Billy O'Callaghan. Bravo Emmanuel. Alors, on va parler beaucoup d'Irlande aujourd'hui, puisque cet après-midi, nous aurons un plateau tout irlandais. Mais on va commencer déjà ce matin avec Billy O'Callaghan. Alors, on ne prononce pas le G, il m'a expliqué tout à l'heure. On dit Billy O'Callaghan. Voilà. C'est un auteur irlandais, originaire de Cork. Il a écrit son premier roman en 2019, Les Amants de Coney Island. Traduit dans 8 langues, l'ouvrage fait connaître l'écrivain à travers l'Europe et aux États-Unis. Il a auparavant signé plusieurs recueils de nouvelles remarquées et récompensées dans son pays natal. Et là, nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui s'intitule en français « Parfois, le silence est une prière », mais ce n'est pas du tout le titre du livre en irlandais, et j'aimerais qu'il nous l'explique. Merci Fabienne pour la traduction. Oh, okay. Hello, everyone. The book is called Life Sentences in English, but the full meaning of the title doesn't really translate so well. The idea of the book, it's told in 3 first-person narratives. It's the story of my grandmother, her father, and his mother. So, and they were poor people. It spans a period of time from just after the famine in Ireland in the mid-19th century up to the early 1980s. Excuse me. And I wanted to, when I was trying to come up with a title, I wanted to emphasize the fact that this was the life that these people were condemned to. There was no easy way of getting out of it. They were uneducated people. They were the bottom rung of the ladder, and so this was their life sentence as such. But also, oh, sorry. J'ai dit en irlandais tout à l'heure, c'était en anglais, hein, évidemment, tout le monde a compris. Bonjour tout le monde. Effectivement, le titre en anglais, c'est Life Sentences, donc c'est condamnation à perpétuité, si on le prend littéralement. Et le sens ne passait pas très bien dans la traduction en français. Le livre est raconté à travers 3 personnages qui s'expriment à la première personne. Ma grand-mère, son père,
sa mère, qui étaient des personnes très pauvres. Et le livre, historiquement, part du milieu du 19e siècle pour aboutir jusqu'aux années 1980. Et au moment je cherchais le titre et je voulais souligner le fait que pour ces personnes très très pauvres, qui n'avaient pas d'éducation, qui se situaient tout en bas de l'échelle sociale, ils étaient véritablement condamnés à leur vie puisqu'ils n'avaient aucune possibilité, aucune échappatoire, aucune possibilité d'en sortir. Alors je dois dire quand même que Billy m'a confié tout à l'heure qu'il aime énormément le titre en français. Parfois le silence est une prière, paru donc chez Christian Bourgois. Et c'est important de le signaler. Alors effectivement, ça raconte donc son histoire, l'histoire de sa famille, qui se situe à peu près au lendemain des grandes familles, la veille de l'indépendance et à l'aube de la modernité. Et on fait des va-et-vient dans le livre. C'est pas raconté d'une manière chronologique. On fait des va-et-vient. Et le premier narrateur est Gère. On est en 1920 et il est en train de s'enivrer dans un bar pour essayer d'oublier la triste histoire de sa sœur qui vient de mourir. Ce qui m'a frappé dans ce personnage, Billy, c'est que on sent qu'il peut être violent, il en veut beaucoup à son beau-frère, et tout le monde a peur qu'il fasse une bêtise par rapport à son beau-frère, donc on va l'emprisonner comme ça, préventivement, si j'ose dire, mais on sent en même temps que tous les gens aiment ce personnage, même s'il est violent. Yeah, when I was a child, I lived with my grandmother, Nellie, in the book. She's the third section of the novel, and Nellie, she died when I was 7, and she was only in her early 60s when she died, but she was an old woman. You know, she had a hard life, and I was the only child in the house when I was a little boy. So she would keep me at home from school to tell me stories all day. I hated going to school, so it was ideal for me. And she would talk all the time about her father, who she adored. And it fascinated me because he had a terrible start in life. He was born in the workhouse. He was illegitimate, which he tried to hide his entire life. His sister too. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec ma grand-mère, qui est donc le personnage de Nellie, qui apparaît dans la 3e partie du roman. Et ma grand-mère est morte alors que j'avais 7 ans. Elle-même avait une petite soixantaine d'années, mais c'était déjà une vieille femme, tant elle avait eu une vie âpre et difficile. Et quand j'étais petit garçon, elle me gardait à la maison. J'allais pas à l'école, ce qui tombait très très bien parce que je détestais l'école. Elle me gardait à la maison et elle me racontait des histoires toute la journée. Et pour moi, c'était formidable. Et elle me racontait beaucoup des histoires sur son père qu'elle adorait. Et moi, j'étais fascinée par le personnage de son père parce qu'il avait eu des débuts dans la vie qui étaient terribles. Il avait grandi à l'hospice des pauvres. C'était un enfant naturel, un enfant illégitime. Mais qu'il y avait quand même une sœur. Il y avait 2 enfants illégitimes, sa sœur et lui, qui ont donc effectivement été mis dans cet asile des pauvres. Et ce paragraphe-là, c'est terrifiant. Quelle vie pour des enfants. Je vous laisse continuer. Yeah, it was. You know, this wasn't told to me. This was something that I had to discover with research. And it took a while to find the details. I knew that Ger and his sister were illegitimate, but I didn't know the full extent. And the workhouse is actually only a mile from where I live now, from the village where I grew up. And it's a hospital now. My sister was born there. We had no idea that my great-grandfather had been born there. But
Ger was, if you were poor in Ireland in the late 19th century, there was no choice really but to join the army. That was the only work that you could find. It was the British Army. Oh, sorry. Et cette histoire, on ne me l'a pas racontée. J'ai dû la découvrir par moi-même au gré de mes recherches et j'ai mis très longtemps à avoir le fin mot de l'histoire. Et effectivement, Ger avait une sœur, elle-même enfant naturel illégitime. Du même père, je tiens à dire. Et ils ont grandi dans cet hospice des pauvres qui, incidemment, se trouve à environ 1,5 km de là où j'habite actuellement, dans le même village dans lequel j'ai grandi avec ma grand-mère. Et aujourd'hui, cet hospice est un hôpital. C'est dans cet hôpital que ma sœur est venue au monde. Et on ne savait pas à l'époque, et on l'a su que beaucoup plus tard, que c'était également l'endroit où mon arrière-grand-père était né. Ger est donc un personnage, un homme pauvre. Il faut savoir qu'en Irlande, à la fin du 19e siècle, quand on fait partie de la section pauvre de la population, on n'a d'autre choix que de s'enrôler dans l'armée parce que c'est le seul endroit où il y avait du travail. So Ger joined the army. It was the British Army then, but Ireland was part of Britain, so that was the only army to join. And he went and he fought in the Boer War in South Africa, and then he came home and he got married and started his family. And when the First World War broke out, he re-enlisted in middle age, and he fought at the Somme, and he survived that, and he came home and he lived out his days in a very, very small one-bedroom cottage, maybe 50 yards from where I was born, from the house where I was born. And I remember my grandmother talked about him with such affection, and she said that through all the hardship that he had in his life, he died with a smile on his face, which, as a little boy, that stayed with me. Et donc, il s'enrôle dans l'armée britannique. C'était la seule à l'époque, puisque l'Irlande faisait partie du Royaume-Uni. Et il est parti mener la guerre des Boers en Afrique du Sud. Et puis, il en est revenu, il s'est marié, il a fondé une famille. Et puis, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il s'est de nouveau enrôlé dans l'armée. Il a combattu dans la Somme, il a survécu. Et puis, il est rentré au pays. Il a vécu toute sa vie dans une toute petite maison de plein pied avec une seule chambre, à 50 mètres à peine de tout l'univers que j'ai connu avec ma grand-mère. Et quand ma grand-mère en parlait, c'était toujours avec une très très grande affection. Et elle me disait toujours qu'il était mort le sourire aux lèvres. Et quand j'étais petit garçon, ça me frappait beaucoup, cette image. Alors, parmi l'histoire donc se décline en trois périodes. Elle est donc racontée par Ger. On retrouve Ger d'abord en 1920. Ensuite, Ger va épouser Marie. Il y a de très beaux moments de tendresse. C'est un livre d'une grande tendresse et d'une grande violence en même temps, parce que la vie est violente, mais il y a toujours cette tendresse extraordinaire partout. Nancy va raconter, elle, son histoire d'amour en 1911 et comment elle peut être la mère de 2 enfants naturels. Voilà, ça c'est aussi une histoire assez folle, avec un homme qui ne va jamais l'épouser, etc., mais qui va quand même avoir envie de découvrir ses enfants. C'est pas un personnage très, très intéressant. Puis après, on retrouve donc effectivement Nelly, qui est la fille de Ger, en 1982, et l'histoire se poursuit comme ça. Tous les personnages sont extrêmement attachants. C'est très difficile, parce qu'en plus, il y a la traduction de tout vous raconter comme ça en un clin d'œil. Je pense qu'il faut vraiment découvrir à travers le livre. Mais juste une question quand même encore, puisque là, ça rejoint vraiment la manière dont Leila nous a parlé de son livre. C'est aussi, à travers votre histoire personnelle, Billy, c'est aussi raconter, montrer ce qu'était la vie en Irlande pendant toutes ces périodes. Yeah, this is really
I think it's a love story. It's the best kind of a love story. It's Nancy sacrifices herself wholly for the survival of her family. She had the misfortune of falling for a bad one. This character called Michael Egan. She was working in a big house as a cleaner, and Michael Egan was a gardener. When I found, for a long time, I couldn't find the birth records of Ger and his sister, and it was just by chance that it was my sister suggested that we check the workhouse records. I don't know if you had workhouses in France, but if you think of Oliver Twist, that's the workhouse. And we found the records on microfilm. Ger's birth, it gave his father's occupation as a gardener, and it gave his mother's occupation in the first instance with his sister as a housekeeper, and in the second as a prostitute. And it was what she was reduced to ensure the survival of her children. C'est véritablement une histoire d'amour, et à mon avis, la meilleure qui soit, c'est l'histoire de Nancy qui sacrifie sa propre vie, sa propre existence pour la survie de sa famille. Elle a eu le malheur de tomber amoureuse d'un mauvais gars, un certain Michael, qui était jardinier dans une grande maison où elle-même était gouvernante, femme de ménage. Et quand j'ai voulu retrouver les certificats de naissance de Ger et de sa sœur, je n'y arrivais pas. Et ma sœur, à moi, m'a suggéré d'aller d'aller consulter les archives de l'Hospice des Pauvres. Je ne sais pas si vous aviez l'équivalent de ces hospices en France, mais quand on pense à Oliver Twist, c'est vraiment ça. Et j'ai trouvé le microfilm, et donc pour la naissance de Ger, l'occupation du père, c'était jardinier, l'occupation de la mère, c'était gouvernante, et puis par la suite, il était notifié pour la naissance de sa sœur que l'occupation de sa mère, c'était prostituée, et c'est ce à quoi elle avait été réduite pour pouvoir assurer la survie de ses enfants. Sorry. On va pas tout raconter, hein, Billy. No, sorry. Okay. But I just want to say that this was the Ireland of the time. You know, there was no any kind of social welfare system. You were destitute. So this was what she had to do to survive and to ensure the survival of her children. As the book goes on, we encounter Nellie and the death of her first child, a baby, an unbaptized baby. He was just a few hours old. And, you know, we went from the British rule to the Catholic Church rule. And so it's in that sense, it's a depiction of Ireland socially through that period. You know, an unbaptized baby can't be buried in the cemetery, so they have to do it by night, illicitly, and that's. Et je voulais juste ajouter un point. Ce que je décris, c'est l'Irlande de cette époque, c'est-à-dire une Irlande dans laquelle il n'y avait aucun système d'aide sociale. Et quand on était pauvre, on était livré à soi-même. Et cette femme est donc réduite à ça pour pouvoir assurer la survie de ses enfants. Et puis plus le livre avance, plus on apprend par exemple que Nellie a eu un premier enfant qui est mort quelques heures après être venu au monde. Donc l'enfant n'était pas baptisé. Et il faut savoir que l'Irlande est passée sans transition. C'était en 1982. En 1982. L'Irlande est passée sans transition du joug britannique au joug de l'Église catholique. Et donc cet enfant n'étant pas baptisé, il ne pouvait pas être enterré dans le cimetière. Donc les protagonistes l'enterrent malgré tout de nuit, tout à fait. Un enterrement clandestin. Clandestinement. C'est hallucinant. Et quand on pense que c'était en 1982, quand même, c'est. Non, on découvre vraiment des choses formidables. C'est un très très beau roman. Voilà, on va devoir enchaîner. Très très beau roman. Ah.
J'ai oublié, c'est important, traduit de l'anglais par Karine Chichereau. Pardon de ne pas l'avoir dit plus tôt. Hein, Karine Chichereau. Merci Maët. Ça m'a donné envie de le lire, je l'avais repéré. J'ai encore plus envie de le lire parce que tout à l'heure, avec Billy, on a parlé de chiens, de Border Collie dans le backstage qu'il possède et que j'ai aussi. Et je pense qu'on aura encore des correspondances à propos de chiens. Bessora, on va parler de vous les ancêtres qui ne partent pas de récit familial, je pense. Un petit mot, on va peut-être un peu déborder, hein, Maët, si tu permets, pour qu'on ait le temps de parler de vous les ancêtres. Tu es né à Bruxelles, tu es fille de diplomate, père gabonais, mère suissesse, tu as grandi en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Tu dis qu'ayant beaucoup fréquenté les hôtels, je le dis parce que ça m'amuse bien et je pense que tu es prête à ce qu'on le redise, les hôtels, les aéroports et les avions, tu rêvais enfant d'être hôtesse de l'air. Ce qui est assez logique. Et finalement, tu es entré à l'HEC. Bon, ça fait moins rêver. Même à toi, en Suisse, parce qu'au bout de quelques années dans ce monde impitoyable de la finance, tu as quitté pour reprendre des études en anthropologie. Tu arrives finalement à Paris, tu poursuis tes études, fais un travail sur les mémoires pétrolières au Gabon, qu'on va retrouver d'ailleurs dans un roman futur. Tu as ton doctorat, et c'est l'anthropologie, tu dis, dans la relation à l'écriture, qui est quand même... enfin, on a quelques exemples célèbres de relations entre anthropologue et écriture, et pas des moindres. Donc ça te tire vers le roman, et ça t'amène à écrire ton premier roman, qui est 53 cm, publié au Serpent à Plume en 1999. On s'était rencontrés à cette époque-là. Ça date je me suis dit 99. Bon, très drôle, très dynamique. On suivit Les Taches d'encre, toujours au Serpent à Plume, Prix Fénéon, Deux bébés et l'addition, et puis une bonne dizaine d'autres. Depuis Cueillez-moi, Cueillez-moi, Jolis messieurs, qui a été Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2007, et puis une dynastie des boiteux, qui a commencé avec un tome 1, Zonomia, et un tome 2, Citizen Narcisse. Et là, on est peut-être dans un tome préquel. C'est un peu comme la guerre des étoiles, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là, pour Voilà. faire comme la guerre des étoiles. Pour faire comme la guerre des étoiles. On revient en arrière. Avec vous, les ancêtres, on suit le parcours de Jane, née en Cornouailles, qui, dès sa naissance, a une conscience un peu étrange, un peu magique d'elle-même, puisqu'elle assiste à sa naissance, elle décrit sa naissance. Elle décrit la mort de sa mère, et qui, avant sa mort, juste, ça dure un ou 2 jours, elle a le temps de lui fabriquer à la hâte un berceau flottant qu'elle laisse sur la rivière, comme Moïse. Et on va suivre Jane, qui est boiteuse et qui est recueillie chez des fermiers. Elle travaille, mais hélas, elle va renverser le pot au lait, comme la chanson ou le petit conte, et finir par se retrouver accusée de vol et déportée aux Amériques en 1684. La date est un peu précise puisque tu t'es inspiré d'une personne réelle quand même. On va y venir. Alors juste pour dire que on va pas, là, il y a eu énormément de personnages aussi. Elle va servir pendant 7 ans et puis elle est avec les esclaves, mais elle est libérable sans être obligée de s'enfuir. Elle apprend à lire la Bible et c'est dans la Bible qu'elle découvre, par la Bible, elle apprend à lire toute seule, hein, et elle découvre l'écriture par la Bible. Et elle découvre aussi un verset qui promet une descendante puissante à une boiteuse affligée, et elle se dit, c'est moi. Elle se rêve, voilà, d'un grand destin. Elle rêve d'un grand destin. Alors, donc peut-être avec cette dynastie des boiteux, voilà d'où vient cette envie de faire une dynastie des boiteux. On trouve un personnage là qui est Johann, qui démarre avec le tome 1, enfin qui est dans le tome 1 au 19e siècle et qu'on retrouve là à la fin de ce livre. Donc on voit qu'il y a un lien. Mais pourquoi cette dynastie et pourquoi dans cet ordre ? Alors, cette dynastie des boiteux vient d'un syndrome rotulien, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, j'avais très mal au genou, j'ai fait faire des radios et puis on s'est aperçu que j'avais ma rotule qui déviait.
Et comme je suis romancière, ça m'a beaucoup intriguée et intéressée parce que je trouvais que ça représentait assez bien l'image des gens qui étaient un peu à côté d'eux-mêmes, à côté de ce que la société attendait d'eux. Et donc ça m'a inspiré le personnage d'une femme boiteuse. À la même époque, je m'intéressais beaucoup au déplacement des populations, parce que l'histoire du monde, elle est faite de populations qui se déplacent à cause de la pauvreté, de la guerre. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les pauvres malfrats qui partaient d'Europe vers les Amériques. À l'époque, il y avait des colonies anglaises, des colonies françaises, des colonies suédoises en Amérique. Et donc, ça me passionnait, cette histoire-là. Et à la même époque, comme je suis très éclectique dans mes lectures, dans un autre bouquin, je suis tombée sur un personnage qui m'a fascinée, qui s'appelle Benjamin Banneker, et qui est entré dans l'histoire comme étant le premier homme noir à avoir écrit un almanach. Donc en fait, on a complètement oublié qu'il avait écrit un almanach et qu'il était astronome et que c'était le sens de sa vie. Et il est devenu juste un homme noir. Donc tout ça s'est mélangé. Et c'est devenu une grande fresque familiale qui part d'une matriarche anglaise. Et je choisis cette matriarche anglaise parce qu'elle est l'ancêtre de Benjamin Banneker. Mais comme elle est blanche, elle a été effacée de sa généalogie. Et comme elle est une femme, elle a aussi été effacée de sa généalogie. Alors je raconte une histoire qui est à moitié inventée, qui n'est en effet pas l'histoire de mes ancêtres, même si Jane, ma matriarche, me rappelle beaucoup ma mère qui elle-même descend de trafiquants de fromage bernois, qui ont été déchus de leurs droits civiques, parce qu'en Suisse, on ne déconne pas avec la loi. Bon, ils ont été déchus de leurs droits civiques en Suisse et ils ont un peu touché à la prison. Donc Jane me rappelle un peu, enfin voilà, il y a des cousinages. Jane, après avoir été esclave, elle est assez ambitieuse. Elle est très influencée par son maître, qui est un planteur ultralibéral, mais aussi très romantique. Hein. Il est très nostalgique des Linzer Torte de sa mère, donc ce planteur ultralibéral. Et donc, suivant le modèle de ce type-là, une fois qu'elle est libérée, elle-même devient planteuse. Donc avec le rêve de dominer, de gagner plein d'argent. D'avoir elle-même des esclaves. Voilà, d'ailleurs elle achète un esclave, elle se fait escroquer, elle a un crédit sur le dos pendant des années, sauf que elle tombe amoureuse de cet esclave, qui n'est pas un esclave tout à fait comme on s'y attendrait, parce qu'il est très paresseux, et puis en fait il ne faut rien, c'est elle qui bosse. Et lui, il faut rien parce qu'en fait, il vient d'un royaume, c'est un prince, voilà. Donc, tu vas quand même pas me demander de m'occuper des poules, oui. Voilà. Et donc, ce gars-là, son rêve, c'est de retourner au pays des hommes fiers dont il a été arraché. Un peu dans une sorte de parallélisme avec Jane qui a été arrachée de l'Europe, même si Jane n'a pas connu l'esclavage évidemment de la même manière. Et ce Banneker n'est pas mon ancêtre. Mais c'est vrai qu'il y a des accointances avec mon père. Mon père qui est né dans les années 30 au Gabon, à Lambaréné, tout près du docteur Schweitzer, et qui fait partie de cette première génération de jeunes hommes africains qui rêvaient que l'indépendance, ça leur apporterait des choses formidables, et qui s'est rebellé contre la dictature, et puis qui, comme du côté de ma mère, s'est à un moment retrouvé en prison. Donc tout le monde s'est retrouvé un petit peu en prison, parce que tout le monde bravait des interdits. Et la dynastie des boiteux, c'est un peu ça, c'est sur plusieurs générations, dont les maîtres sont des femmes, des matriarches. Ce sont des femmes qui bravent des interdits, pas toujours consciemment. Alors, c'est beaucoup les femmes, effectivement, mais tu parles quand même des hommes, parce que je voudrais juste revenir un peu sur son amant qui va devenir le père de ses enfants, qui vont aussi boiter. Il s'appelle Banneker quand même. Donc, le Banneker en question, on le retrouve. Et puis, juste un petit mot quand même sur le patron de la plantation, parce que tu t'amuses beaucoup avec les noms, tu t'amuses beaucoup avec les situations. Et ça, je voudrais quand même le dire, il s'appelle Arnold Schwartz. Et il fait une sorte de culture un peu spéciale qu'il appelle le culturisme. Donc, je ne sais pas si vous voyez à qui ça peut ressembler. Ouais, il faut savoir que la culture de tabac, en fait, personne ne le sait, mais c'est le culturisme. Voilà, donc...
Bon, voilà, il y a beaucoup de... C'est très drôle, c'est très enlevé. Et évidemment, il y a aussi des scènes terribles, hein, c'est ça, mais il y a une manière de raconter toujours chez Bessora, et on t'entend raconter aussi à l'oral, qui est toujours empreinte de beaucoup de joie, finalement, de quelque chose d'un peu burlesque parfois, mais qui est toujours une manière de raconter. Sont seulement boiteux, ce sont des genoux qui s'échappent vers la cornouaille. Oui, voilà, c'est une manière de parler justement de cette espèce de double appartenance. Hier, on a eu quelqu'un qui disait qu'elle avait perdu une lentille de contact et donc elle avait un œil qui voyait bien clair et l'autre qui voyait flou et que ça correspondait assez bien à sa double appartenance, voilà, alors il y a ça, et puis il y a aussi quand même cette Jane qui a une amie très proche, Sarah, qui est une esclave évadée, qui la voit comme une noire en fait. À un moment, elle dit les blancs, comme si elle n'en était pas une. Elle avait plus de couleur à ses yeux, Jane, par rapport aux yeux de Sarah. Et elle raconte, ah oui, les blancs, pendant longtemps, j'ai cru, parce que ma mère me disait que les blancs me mangeraient. Mais elle parle des blancs comme si c'était que Jane n'était pas blanche. Et donc ça, c'est vraiment une manière de décrire une amitié et d'écrire une situation qui est assez forte, je trouve, Bessora. C'est ça, donc quand elle arrive à la plantation, donc c'est une plantation de tabac, et puis son initiatrice s'appelle Sarah. Sarah qui est née sur la plantation, et puis donc qui lui apprend la culture du tabac. Et Sarah, elle a un enfant de 1 an et demi, qui est un enfant métis, qui est le fils du planteur, évidemment. Et puis Sarah est imprégnée du racisme qui commence à émerger à l'époque. Ce n'est pas encore une catégorie identitaire comme celle qui nous obsède jusqu'à aujourd'hui, mais il commence à y avoir les blancs, les noirs, et puis ça se fige dans des catégories qui sont sociales, qui ne sont pas encore biologiques. Mais Jane, elle est analphabète, et donc quand elle débarque dans sa plantation, elle n'est pas du tout imprégnée de tout ça. Du coup, en Sarah, elle ne voit pas une noire. Et puis Sarah, qui a intégré le fait que blanc, ça veut dire maître, elle ne voit pas une blanche en Jane. Et toutes les deux nouent une amitié très, très forte, qui dit aussi quelque chose du fait de braver les interdits et qui nous annonce un peu quel sera le destin de Jane. Une dernière question, parce que Maït m'envoie des yeux d'éclair. Mais éclair, ça peut être joli, Maït. Un truc assez terrible quand même, parce qu'il y a une réflexion sur finalement ce qu'on est. Et comme quand on naît, on tue finalement ses parents, on tue ses ancêtres. Juanetta me dit comment on tue ses parents, en naissant, en les oubliant, en les effaçant. Parfois, oui, il faut les effacer, sinon ils vous empêchent, les mères empêchent. Et on a ça dès la première scène, évidemment, qui est une scène réaliste, enfin, en même temps magique, mais qui est très dure. Mais évidemment, c'est aussi au sens métaphorique, et peut-être terminer avec ça, le fait que finalement, pour exister, et là peut-être que ça rejoint un peu tous les livres dont on parle, il faut aussi effacer en quelque sorte les ancêtres. C'est ça, c'est cette tension entre le devoir de mémoire, mais aussi les abus de la mémoire, qui donne le titre du livre. Parce que vous, les ancêtres, c'est la première partie d'une évocation qui est donnée par un prophète dans le livre et qui dit vous, les ancêtres, il faut vous enfermer au figuier, sinon vous revenez hanter vos enfants. On termine là-dessus, c'est super. C'est beau. Merci. Merci. Merci vraiment à tous les quatre. Bien sûr, vous pourrez les retrouver. Ils ont des moments de signature en face, dans le salon du livre. N'hésitez pas surtout à les faire signer vos bouquins. Et nous, dans un instant, nous allons accueillir François Bourgeon. J'espère que vous êtes allés voir la très belle... Tu veux qu'on rappelle les titres ? Oui, on va le faire. On l'a pas dit ? Je voulais juste dire, j'espère que vous êtes allés voir la très belle exposition qui a été mise en place ici même, à cet étage, sur les livres de François Bourgeon. Et bien sûr, on va rappeler les titres de ceux dont on a parlé ce matin. Emmanuel Ruben, Les Méditerranéennes aux éditions Stock, et puis les... Leila Slimani, Regardez-nous danser, Le pays des autres 2, paru chez Gallimard. Bessora, Vous les ancêtres, chez Lattès.
Voilà. Et puis Billy O'Callaghan, Parfois le silence est une prière, paru chez Belfond. Ils Merci n'écoutent plus beaucoup. du tout, hein, franchement. Non, mais ils vont Merci. venir. Ils ont les informations. Merci beaucoup.